Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Antonin Maillet, il est conseiller municipal de Paimpol, délégué fédéral à la jeunesse du Parti socialiste des Côtes-d'Armor. Il est également président de l'association des jeunes élus de France. Il a fait un effort considérable, il a peu dormi je crois, pour être avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour Antonin Maillet. Bonjour. Alors Antonin Maillet, je disais que vous aviez peu dormi car, il n'y a pas de secret, vous êtes en campagne, vous étiez à Paris et vous descendez à peine du TGV. Oui, je suis arrivé très tôt ce matin, donc, mais ça va, ça va. Voilà, bien. Alors, on va tâcher de rentrer dans le vif du sujet avec cette campagne présidentielle. Et Anne Hidalgo qui n'est pas très haute dans les sondages. Alors, elle a été un peu vilipendée. Puis, il y a eu cette primaire qui n'en était pas une, finalement. Est-ce qu'il fallait la faire, cette primaire, justement ? Alors je pense oui qu'il fallait faire une primaire parce qu'aujourd'hui on voit bien que les candidats de gauche de manière générale dans les sondages sont globalement en difficulté quand même. Après c'est vrai que la forme qu'a pris cette primaire populaire n'est pas vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre. Je prends par exemple l'absence de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui est quand même qui dans les sondages fait un score relativement important et qui n'avait pas été retenu à cette primaire. Après, il n'y a pas eu débat, par exemple, il n'y a pas eu de débat, ce qui est quand même dommage. Nous, en fait, on s'attendait à une vraie primaire. Par contre, pour revenir sur ce que vous disiez sur les sondages, il faut quand même y faire attention. On voit bien que les Français sont pas encore, ont pas encore la tête, entre guillemets, dans cette élection présidentielle. Donc, il faut relativiser finalement. Alors, nous on donne peu de sondages ici à Bretagne 5. C'était simplement question de pouvoir introduire le fait que le Parti socialiste a du mal. Il est à la peine. Il faut quand même voir les choses en face. Est-ce qu'une union de la gauche était possible ? Il y a eu en d'autres temps des unions de la gauche. Est-ce que c'était possible et souhaitable justement pour essayer de donner l'élan qui a peut-être manqué ? Alors oui, je pense que c'était souhaitable quand même, une union de la gauche, je veux dire. Comme je viens de le dire, on voit bien que les sondages aujourd'hui, la gauche a relativement du mal quand même à atteindre la barre des 10%. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul candidat qui atteint la barre des 10%, c'est celui de la France Insoumise. Après, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de désaccords. Je prends avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur l'Europe. Je prends avec Europe Écologie Les Verts sur comment est-ce qu'on applique une écologie. Nous, on préfère une écologie réaliste, une écologie sociale, une écologie avec les gens les plus en difficulté. Donc, alors on s'aperçoit aujourd'hui que le terrain réclame beaucoup. On est dans une séquence, une période particulière. On voit ces convois de la liberté depuis quelques jours qui convergent vers Strasbourg ou Bruxelles. On ne sait pas vraiment encore à l'heure où l'on parle. On a une France fracturée. On a l'impression aussi que la France lance un appel du pied aux politiques. Alors je dis aux politiques au pluriel, que ce soit d'ailleurs au Parti socialiste, à la gauche en règle générale, ou aux formations de droite. Est-ce qu'aujourd'hui la politique a perdu le terrain ? Alors, je ne pense pas que la politique ait perdu le terrain, Mais après, pour revenir sur le convoi de la liberté, c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même un désespoir social. Bon, alors après, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout le monde dans ce convoi de la liberté, parce qu'on sait aussi qu'il y a des complotistes, par exemple, sur la question de la vaccination. Je rappelle que notre candidate est favorable à la vaccination obligatoire, mais il y a quand même une détresse sociale. Après, le programme d'Anne Hidalgo, à mon sens, peut répondre à cette détresse sociale. Il est construit, je rappelle, sur 3 piliers. Un pilier social, un pilier écologique et un pilier démocratique. Après, moi, je pense aussi que le gouvernement attise beaucoup les tensions. Donc... Voilà, il faut avoir une réponse de gauche forte au gouvernement pour pouvoir exister dans cette présidentielle. Mais je pense que on a des propositions aujourd'hui qui peuvent qui intéressent les Français, parce que quand on voit certaines études où c'est le pouvoir d'achat qui arrive premier des préoccupations des Français, la gauche sait répondre à ces problématiques.
Alors justement, j'allais en parler du pouvoir d'achat. J'allais presque dire qu'il passe au premier plan avant même les préoccupations politiques, avant même peut-être la présidentielle. On voit aujourd'hui des gens qui sont désespérés, des Français qui sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils n'ont pas assez d'argent, autant dire les choses clairement. Comment payer la facture d'électricité, comment se déplacer le plus sereinement possible alors qu'on voit les prix des carburants qui explosent. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir reprendre à bras-le-corps cette question sociale? Ah bah évidemment. Ça, c'est, je veux dire, nous, par exemple, dans notre programme, c'est voilà, c'est la priorité, c'est la question sociale. Quand on voit des gens qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à se déplacer, notamment parce que le prix de l'essence est extrêmement... je rappelle que Anne Hidalgo avait souhaité une baisse de la TVA à 5,5%, voilà, et que l'essence soit un produit de première nécessité, parce que dans certains territoires de notre pays, et par exemple dans notre département, parfois on n'a pas le choix de prendre la voiture et pour pouvoir y travailler. Rurales, en particulier. Justement, quelles mesures... Alors on parle de baisser la TVA, en tout cas assez rapidement, justement pour contenir ces prix d'essence, mais il y a aussi l'énergie. Alors aujourd'hui, c'est un grand enjeu, l'énergie. Ça va nous amener aussi sur le terrain, quelque part, de l'écologie. Emmanuel Macron a décidé de lancer un grand plan nucléaire, construire des réacteurs nucléaires, des petits EPR, ça a été le terme employé. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, vous savez bien que dans notre pays, la question du nucléaire, c'est quand même assez compliqué de manière générale. Nous, la position qu'on prend, c'est voilà, c'est sortir du nucléaire à moyen ou long terme. C'est-à-dire que non, on ne peut pas demain arrêter les centrales nucléaires. Ça n'est pas possible. Parce que voilà, il faut de l'électricité aujourd'hui. Enfin, je vois mal, par exemple, devoir dire à nos concitoyens, bon bah désolé, on arrête les centrales, donc vous serez chauffé 1 heure par jour. Voilà. Oui, là, ce serait une régression finalement. Bah oui. Mais voilà, aujourd'hui, l'éolien, c'est quand même une énergie intermittente. Alors il la faut parce qu'il faut un mix énergétique quand même. On peut pas avoir que du nucléaire non plus. Et moi, je pense qu'à moyen et long terme, on aura mis assez d'argent public pour voilà, chercher des solutions. On a vu Yannick Jadot très en colère avec cette prise de position d'Emmanuel Macron. J'imagine aussi qu'il n'est pas d'accord avec le Parti Socialiste là-dessus. Sur cette question précise, non, pas forcément. Nous, ce qu'on défend, c'est quand même une écologie du réaliste, une écologie avec les plus précaires d'entre nous, une écologie sociale. Voilà, avec Yannick Jadot, effectivement, on a des désaccords parce qu'on n'appliquerait pas cette écologie de la même manière. Voilà, donc pas d'union possible, par exemple. Ah mais si, parce qu'on peut travailler ensemble quand même, ça c'est toujours possible. Dire, en fait, voilà, si on a un programme commun, c'est toujours possible de faire une union. Voilà, un programme commun avec forcément quelques désaccords à la marge. Il y a aussi aujourd'hui, alors on parle beaucoup dans cette campagne, en tout cas, c'est pas la préoccupation des Français, mais paradoxalement, les questions de sécurité, d'immigration s'invitent dans la campagne électorale. Moi, j'aurais aimé qu'on parle ce matin, par exemple, d'éducation, d'emploi, de formation, parce que beaucoup de problèmes aujourd'hui pourraient être gérés par l'éducation, par exemple. Effectivement, moi je vous avoue que ça m'énerve un petit peu personnellement qu'en fait on entende parler tous les jours alors sur les radios, les télés, voilà, d'un sujet qui est la sécurité, l'immigration, alors que faut être clair aujourd'hui, ça n'est pas la priorité des Français. Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est manger, c'est pouvoir aller au travail, c'est pouvoir vivre dignement. Et l'éducation de leurs enfants, justement. Aujourd'hui, la formation, parce qu'on voit qu'Anne Hidalgo veut mettre le paquet, pardonnez-moi le terme, mais sur la formation. Est-ce que c'est un point essentiel aujourd'hui? Est-ce que la France est en retard là-dessus? Alors, est-ce que la France est en retard? Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais on voit aujourd'hui que voilà, la réforme Blanquer, notamment, n'a pas eu un effet extrêmement positif sur l'école. L'éducation, c'est que voilà, c'est quand même former les générations de demain, c'est former les jeunes. Voilà, c'est un sujet qui doit être une priorité. Anne Hidalgo propose par exemple la suppression de Parcoursup, qui est quand même une catastrophe, je dirais. Supprimer finalement un algorithme. Voilà, et revenir à des fondamentaux. Alors l'emploi aussi, aujourd'hui on a une France qui a été beaucoup désindustrialisée. Le président de la République veut réindustrialiser la France et recréer de l'emploi. Est-ce qu'il faudra aussi passer par d'autres formes d'emploi, les emplois de demain, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire les emplois liés à la haute technologie et autres. La France a du retard dans ce domaine, et pourtant il y a plein de talents.
Effectivement, il y a plein de talents. On peut penser à Lannion, par exemple, dans notre département. Mais moi, je pense que oui, effectivement, les métiers de la nouvelle technologie, c'est des métiers de demain. Je veux dire, il y a 30 ans, c'était des métiers qui n'étaient pas forcément extrêmement présents. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de gens vont travailler dans ce domaine. Voilà. Des domaines donc qui se développent ici en Bretagne également. Alors, on est aussi dans un contexte particulier puisque Anne Hidalgo, je reviens un peu à la campagne, très attaquée par ses concurrents, ses concurrentes. Hier, il y avait un discours, le discours de Valérie Pécresse. Est-ce que vous l'avez écouté déjà? Non, je vous avoue que je ne l'ai pas écouté. Voilà, parce que j'allais vous demander qu'est-ce que vous en aviez pensé. Anne Hidalgo souffre un petit peu aussi de la gestion de Paris. Elle est très vilipendée là-dessus parce qu'on lui reproche que Paris est mal géré. Est-ce que pour vous c'est un écueil à contourner ou est-ce que Paris c'est Paris et la France c'est la France? Pour moi, ça c'est vraiment un débat très stérile. Voilà, la droite critique sans cesse Anne Hidalgo sur sa gestion de Paris, mais je rappelle que Anne Hidalgo a été quand même réélue en 2020, donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui votent pour elle. Donc c'est qu'il y a des Parisiens qui votent pour elle. Donc c'est que son bilan n'est pas catastrophique. Enfin, pour moi, c'est... voilà. Alors, on voit circuler beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Enfin bon, voilà, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Ce fameux saccage Paris, j'imagine que vous l'avez vu circuler également. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous avoue que ça ne m'inspire pas grand-chose parce que ça revient vraiment à la polémique stérile voilà, de la gestion de la ville de Paris. Elle est beaucoup aussi critiquée sur le fait qu'elle soit parisienne, mais il y a eu d'autres présidents de la République qui ont été maires de Paris, et à l'époque ça n'avait pas l'air de choquer autant qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, je vous avoue, je ne comprends pas réellement cette polémique, quoi. Alors, on va revenir à la campagne, à cette campagne qui démarre finalement véritablement maintenant. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Comment ça se passe au Parti socialiste? Ça se passe bien. Je veux dire, ce chemin à parcourir, est-ce que... on sait que le programme n'est pas encore tout à fait bouclé, il y a encore des choses qui vont être dévoilées dans les jours à venir, mais comment ça se passe sur le terrain plus exactement? Quel est l'accueil aussi? Écoutez, moi je trouve que malgré tout, on a quand même un bon accueil sur le terrain. Moi j'ai été faire plusieurs fois le marché de Saint-Brieuc, par exemple, le samedi matin. On a eu quand même un accueil très bien. Donc voilà, aujourd'hui on est sur le terrain, on développe nos propositions. Les propositions, quand même, faut le dire, plaisent aux Françaises et aux Français. Et on va continuer comme ça, jusqu'au premier tour et jusqu'au second tour même. Voilà. Parmi les propositions phares d'Anne Hidalgo, est-ce qu'on pourrait en faire ressortir une ou deux? Le vote à 16 ans, par exemple. Ah, alors ça fait débat. Ça fait débat, mais c'est vrai que le vote à 16 ans, pour moi, c'est quand même une question importante. Je veux dire, à 16 ans, on peut dire qu'on arrête l'école. Mais par contre, on ne peut pas voter. Et ça, par exemple, pour moi, ça ne va pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir impliquer la jeunesse. On voit que déjà les jeunes ont des difficultés à s'impliquer. Alors, ils s'impliquent d'une autre manière également, entre guillemets, en politique, via, par exemple, plus des mouvements ou des causes spécifiques. Mais le vote à 16 ans est une proposition d'Anne Hidalgo. Les jeunes doivent pouvoir aussi faire ce choix parce que c'est quand même leur avenir aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Et c'est eux qui sont là demain, finalement. Oui, c'est ça. Il y a l'abstention aussi, alors pas seulement chez les jeunes, comment repousser les limites de l'abstention, comment faire revenir finalement les gens aux urnes? Moi, je pense que l'abstention, c'est vraiment un sujet aujourd'hui très important parce que on l'a vu au régional ou au départemental. On le voit aujourd'hui dans les premiers sondages, entre guillemets, même s'il faut encore, je rappelle, y faire très attention parce qu'on n'est pas encore... les Français n'ont pas la tête à la campagne encore, clairement, il y a encore la crise de la Covid. Mais c'est vrai que je pense que pour regagner ces électeurs qui se sont dit un jour je ne vais plus voter, il faut les intéresser par nos propositions. Je veux dire, par exemple, par le pouvoir d'achat, comme j'ai pu le dire précédemment. Il y a une forme de déconnexion, je le disais tout à l'heure, entre les élus, le personnel politique et les Français, parfois même un divorce, parfois même une fracture, une cassure. Est-ce que le monde politique est trop loin des préoccupations du terrain? Alors je pense au monde politique peut-être un petit peu plus dans les sphères parisiennes ou autres. Mais je ne pense pas que le politique soit déconnecté des gens. Alors peut-être que certains n'ont pas fait leur travail,
il faut quand même pouvoir le dire. Mais non, je n'en suis pas convaincu. Après, faut aussi, on peut aussi parler des élus locaux qui sont pas du tout déconnectés du terrain, au contraire même. Et aujourd'hui, ces élus locaux, en tout cas beaucoup, soutiennent Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Dire voilà, quand on voit, elle est en 3e aujourd'hui sur les listes publiées par le Conseil constitutionnel en nombre de parrainages, un peu plus de 700 dans mes souvenirs. Voilà, on voit que les élus locaux soutiennent aussi Anne Hidalgo. Il y a un besoin de gauche dans le paysage fracturé actuel? Il y a un besoin de gauche, oui, parce que on ne peut pas laisser le terrain politique à la droite libérale, la droite réactionnaire et à la République En Marche, qui est également libérale. Et on voit le résultat aujourd'hui au bout de 5 ans de politique libérale, et on voit dans l'état dans lequel le pays est. On voit déjà les prospections, hein. Vous voyez, on parlait des sondages tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des noms qui circulent. On parle d'Éric Woerth pour être futur ministre des Finances. On parle de Christine Lagarde peut-être pour être première ministre. Est-ce qu'on va trop vite en besogne? Est-ce que le temps politique est faussé? Moi, je trouve qu'on va un peu vite là, parce que je veux dire, l'élection présidentielle, c'est pas une formalité administrative. Voilà, on passe quand même devant les Français. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron oublie un peu cette étape de passage devant les Français et déjà dans l'étape de formation de son gouvernement. Or, pour l'instant, il n'est pas réélu. Alors, il y a aussi des sujets préoccupants aujourd'hui hein, dans la politique. On a parlé évidemment d'éducation parce que c'est important. Et puis, il y a aussi nos anciens, il y a aussi l'hôpital, il y a aussi la santé, les soins. Il y a eu ce scandale toujours en cours autour des EHPAD et de ces grands groupes hein, qui gèrent ces EHPAD. Est-ce qu'il va falloir faire un grand plan santé, un grand plan vieillesse pour la France? Mais il va falloir en tout cas proposer des choses parce que quand on voit l'état dans lequel est l'hôpital public, on voit bien qu'il y a un problème. Ça s'est aggravé quand même, faut le dire, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. On voit le scandale dans les EHPAD, c'est quand même, là je vais utiliser un mot, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser sur une radio, mais c'est minable. Il y a des choses à faire, il y a des propositions à faire, il y a des plans à faire, notamment dans les EHPAD. Quand on voit le peu de contrôle qu'il y a eu l'année dernière, voilà, on peut se demander, on peut se dire qu'il y a un problème quelque part. Est-ce qu'il faut, le mot est peut-être fort, mais mettre un peu plus d'État dans les EHPAD, parce qu'on voit que ce sont des sociétés privées qui ont été incriminées dans ces scandales. Je dis ces scandales, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il faut remettre plus d'État, plus de contrôle, justement? Il va falloir mettre plus de contrôle, parce que des dérives comme ça, c'est pas acceptable dans notre pays. Voilà. Après, je tiens aussi quand même à saluer le travail qui est fait dans les EHPAD non lucratifs et dans les EHPAD publics, voilà, qui est quand même remarquable et qui là, on n'a pas vu de scandale encore. Donc c'est important de saluer aussi, voilà, il faut dire aussi que tous les EHPAD ne sont pas comme... Non, bien sûr, voilà. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre. Il y a aussi les personnels qui souffrent, hein, les personnels qui sont en charge du grand âge, de la vieillesse, qui souffrent souvent, mal considérés, mal payés. On pense aussi à l'aide à la personne où vraiment les gens ne veulent plus aller travailler dans ces structures. Est-ce que là aussi il va falloir travailler vers les personnels, mieux les rémunérer, mieux les considérer? Il va falloir travailler vers les personnels et avec les personnels. Parce que la crise Covid, je pense beaucoup a fait du mal. Voilà, tous ces corps de métier qui font fonctionner la santé dans notre pays. Il va falloir travailler avec eux, écouter leurs besoins et savoir y répondre. Voilà. Est-ce qu'on peut, là aussi, toujours sur la santé, imaginer une réforme de la santé? Il y a eu le fameux Grenelle, le fameux... Bon, est-ce qu'il faudra une réforme, une véritable réforme en profondeur? Il va falloir réformer le système parce que voilà, aujourd'hui on voit qu'il y a un problème, quoi. Il y a un problème dans l'hôpital public dans ce pays. Le Grenelle, on voit bien que bon, ça a été un peu compliqué, il n'y a pas vraiment eu, ça n'a pas vraiment bougé. Voilà, ça c'est encore, à mon sens, de la communication gouvernementale. Voilà, aller sur le fond des choses et moins sur la communication. Alors j'avais promis qu'on n'en parlerait pas trop, mais enfin, il y a aussi la sécurité qui s'est invitée dans la campagne, et vous allez tout de suite voir où je veux en venir. La sécurité qui s'est invitée dans la campagne, effectivement, il y a des zones en France où la sécurité, eh bien voilà, il y a des problèmes. Est-ce qu'il faut que les partis traditionnels, allais-je dire, s'emparent de ces questions de sécurité pour
peut-être pas laisser l'extrême droite s'en emparer? Mais on s'empare déjà des questions de sécurité. Cependant, on a une vision différente. Nous, on n'est pas comme l'extrême droite, par exemple, à dire il faut un policier derrière chaque Français dans les banlieues. Et ça, c'est aussi beaucoup stigmatiser les banlieues. Moi, j'ai été très dernièrement dans plusieurs villes de banlieue. Et bon, les problèmes de sécurité, il ne faut pas exagérer. C'est pas une zone de non-droit. Il faut arrêter avec cette image que véhicule l'extrême droite dans notre pays. Moi, pour y avoir été, je n'ai pas vu de zone de non-droit en tout cas. Hein. Il faut arrêter avec ce sujet et à l'exagérer sans cesse. Il faut une police de proximité qui sache travailler avec les élus locaux, qui sache travailler avec les animateurs dans les MJC par exemple, qui sache faire du lien avec la population. Alors là aussi, c'est aussi l'éducation, on le voit, le rapport à l'autorité. L'éducation, c'est aussi l'éducation populaire, on en parle de temps à autre, mais peut-être qu'on a un petit peu oublié cette éducation populaire aujourd'hui, est-ce qu'il faut la remettre au goût du jour? Bon alors là, je vous avoue que je me suis pas forcément beaucoup intéressé à la question de l'éducation populaire. Je m'en suis intéressé à d'autres, mais l'éducation populaire, c'est quand même, un pilier aussi de l'éducation dans ce pays. Il y a l'éducation dans les salles de classe, mais il y a l'éducation aussi dans d'autres lieux. Et cette éducation-là, faut pas l'oublier. Voilà. Alors, il y a des problèmes de religion aussi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et là aussi, vous allez voir où je veux vous emmener. Les problèmes de religion qui sont aujourd'hui des problèmes qui pourraient être apaisés en France. Il y a beaucoup de confusion finalement. Est-ce que là aussi c'est le rôle du politique de remettre un petit peu, si vous me permettez, l'église au centre du village? Je pense que oui, c'est quand même le rôle du politique de faire ça, parce qu'aujourd'hui on voit que certains partis politiques, certains candidats stigmatisent totalement les religions, sans vraiment y connaître quoi que ce soit. Moi je ne suis pas la science infuse sur les religions, loin de là même. Mais bon, je trouve qu'on en parle beaucoup par rapport à des sujets qui intéressent encore une fois beaucoup plus les Français, de pouvoir manger, d'éviter que notre planète soit foutue dans 20 ans. Voilà. Alors, juste pour terminer là-dessus, effectivement, il y a cette montée de l'extrême droite. D'Éric Zemmour, est-ce que c'est de nature, j'ai déjà posé la question à plusieurs invités de la matinale, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter? Bien sûr. C'est une question très inquiétante, le fait que Éric Zemmour fasse dans les sondages, j'y reviens, mais ces fameux sondages. Mais en fait, c'est le seul curseur qu'on ait aussi pour savoir où on en est. Moi, ça m'inquiète, parce qu'un candidat, pour moi, qui n'est pas républicain, qui fasse un score aussi important, ça n'est pas normal dans ce pays. Voilà, c'est parce que je pense aussi que les partis traditionnels, pendant un temps, ont oublié une certaine partie de la population, qu'on en arrive aujourd'hui à ça. Et c'est pas normal, moi ça m'inquiète de voir des candidats comme ça anti-républicains. Si demain Éric Zemmour est président de la République, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je sais pas, je me pose pas la question parce que je pense pas qu'il va gagner. Donc, j'avoue que je me suis pas posé la question. Je suis pas convaincu qu'il gagne, loin de là même. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit peu le lien avec cette montée d'extrême droite. Là, on dit souvent la France est de droite. Vous le ressentez comme ça ou pas? Non, la France n'est pas un pays de droite. C'est pas un pays de gauche non plus en fait. Ce sont les citoyens qui votent, qui parfois changent de côté de l'échiquier politique quand ils sont déçus, mais la France n'est pas structurellement un pays de droite, non. On a l'impression pourtant que la France a du mal à se parler. Alors on va enlever un petit peu ce côté extrême droite, mais la France traditionnelle a du mal à se parler, à se comprendre, à comprendre ses politiques aussi. Est-ce qu'il y a tout un travail, j'allais dire de reconquête, pardonnez-moi, il n'y a pas de jeu de mots, hein, mais un travail de reconquête auprès des citoyens? Je pense aussi qu'il y a un travail à faire pour aller vers les citoyens. Alors là, c'est tous les partis, à mon sens, qui parfois sont déconnectés. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on est reparti sur le travail de reconquête, aller chercher les gens, aller les convaincre sur le terrain. Donc je pense qu'on arrivera, oui, à ce travail de reconquête. Avec plus de participation des citoyens aux décisions politiques, aux grandes, aux grandes idées de la nation. Il faut toujours faire participer les citoyens. Parce qu'on est, moi je prends mon exemple, on est des élus, mais on est élus par quelqu'un et par des citoyens. Donc oui, il faut les écouter, il faut aller vers eux, il faut écouter leurs propositions, leurs idées, c'est très important.
Alors il nous reste une poignée de secondes, le temps de dire que Anne Hidalgo est en campagne dans les Côtes-d'Armor. Elle sera là vendredi. Elle sera là vendredi, elle sera dans notre département vendredi dans plusieurs lieux. Il y aura aussi la caravane de Génération Hidalgo, voilà, qui sont un petit peu les jeunes avec Hidalgo, qui sera de passage dans ce département vendredi prochain, l'après-midi à Saint-Brieuc. Matin, on sera à Quimper, parce que c'est le grand lancement vendredi prochain. Et donc, oui, la famille socialiste sera là dans notre département, présente comme elle l'est tous les jours depuis des années. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure. Antonin Mahé, je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué de Paimpol, délégué fédéral de la jeunesse du Parti socialiste des Côtes-d'Armor, président de l'association des jeunes élus de France, et que vous soutenez Anne Hidalgo. Était-il besoin de le préciser? Vous étiez en direct ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.